petit problème technique, parce que c'est la mise en route. Merci beaucoup, on reprend donc notre cycle habituel de conférences tous les ans, et on démarre avec la fête de la science, comme chaque année. La fête de la science qui dure jusqu'au 13 octobre. Alors, je ne vais pas vous faire le détail des prestations. Vous allez sur le site de la fête de la science au Roi, vous saurez tout. Par contre, il y a quand même des choses intéressantes, à la fois au Planétarium et puis surtout à l'Observatoire de Lyon. Donc au Planétarium, dans la semaine, je ne sais plus, mardi ou mercredi, il y a des ateliers, des choses comme ça. Et puis le week-end prochain, ils font pas mal de choses. L'Observatoire de Lyon est très impliqué alors, sur les 3 sites, mais si on regarde de plus près, ce week-end, il y a pas mal de confs, d'ateliers à la Confluence. Si vous y allez là, vous pourrez rencontrer des chercheurs, vous pourrez rencontrer notre conférencier, parce qu'il est très impliqué dans la diffusion des connaissances. Et puis dans la semaine, il y a des visites de l'Observatoire. Alors allez sur le site très vite parce que c'est plein. Et il y a une soirée d'observation, mais je ne devrais même pas vous en parler parce qu'elle est déjà pleine vendredi prochain. Alors il y a une liste d'attente. Voilà, si vous voulez, vous pouvez tenter la liste d'attente, mais c'est vraiment très difficile. Bon. Alors ce soir, on accueille Johan Pichard, qui est astronome au CRAL. Le CRAL, c'est la partie observation de l'Observatoire de Lyon. Il est sur le site de Saint-Genis. Alors très rapidement, Johan a fait un postdoc à Toulouse. Ensuite, il est allé en Californie, au Caltech, parce qu'il peut. Il est allé en Angleterre. Et il est revenu ensuite à Lyon, où il œuvre actuellement. Et il est pas mal impliqué dans le groupe Physique des galaxies. Et notamment, il s'intéresse beaucoup à la cosmologie observationnelle, les effets d'antigravitationnel avec les amas de galaxies. Et à ce titre, il va nous parler de tout ça parce que justement sur le JWST, c'est vraiment la compétence qu'il nous faut pour nous en parler en détail. Voilà, je le remercie et puis je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je remercie vraiment la SAL pour me faire profiter d'une carte de fidélité et de revenir souvent pour faire les différentes conférences. Et puis, il se trouvait qu'il y avait un sujet pas complètement nouveau, parce que j'en ai déjà parlé, j'ai parlé dans ce type de conférence un petit peu, mais là, ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on a des premières observations obtenues disponibles avec le télescope, le JWST, le télescope spatial James Webb. Et donc c'est un télescope que moi-même j'utilise, sur lequel aussi, une autre raison, c'est que l'Observatoire de Lyon a été impliqué dans une petite partie technique des instruments qui sont sur ce télescope. Donc ça fait 2 raisons pour lesquelles je voulais vous en parler ce soir. Et puis bien sûr, comme vous le savez certainement, c'est un télescope qui fait vraiment de très belles images. Donc le JWST, je vais vous préciser, et donc la présentation, je vais faire un petit peu en 2 parties. Une première partie où je vais établir un petit peu plus les aspects techniques, technologiques, puisque c'est quand même une mission un peu unique en son genre, quelque part, sur ce télescope. Et également vous parler un petit peu de cette contribution technique sur laquelle l'Observatoire s'est impliqué. Et puis, dans un deuxième temps, je passerai en revue en fait, des résultats scientifiques, et on ira progressivement en fait, de notre système solaire jusqu'aux galaxies les plus lointaines. Bon, beaucoup d'accent sur les galaxies distantes, puisque c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur avec le JWST. Donc le JWST, c'est une mission unique en son genre, c'est un très grand télescope, c'est le plus grand télescope jamais lancé dans l'espace. Il faut savoir que c'est quand même très compliqué d'envoyer des objets grands dans l'espace, des objets grands qui veut dire lourd. Et c'est une collaboration entre 3 grandes agences spatiales, la NASA, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et la CSA, l'Agence spatiale canadienne. Et on le considère un petit peu comme le successeur du télescope Hubble, puisque c'est un des télescopes qui a à peu près la même qualité d'image, mais je vous montrerai que pour nous,
Moi, Hubble, je l'adore et je continue de l'adorer, parce que c'est vraiment un télescope qui est complémentaire, les deux sont vraiment complémentaires. Donc il nous faut avoir le télescope Hubble et le télescope JWST. Et il a été conçu surtout pour aller travailler dans un domaine de lumière qu'on appelle l'infrarouge, donc au-delà du rouge. Donc c'est de la lumière qui n'est pas visible par les yeux, mais qui nous renseigne sur beaucoup de choses de l'univers. Et c'est en ça qu'il est complètement différent, quelque part, du télescope spatial Hubble, qui nous donne plutôt des images visibles, qui ressembleraient à des images qu'on aurait normalement quand on regarde les nébuleuses, les galaxies, etc. Et donc voilà, il est né pour révolutionner notre connaissance de l'univers, puisqu'on fait un gros pas en passant du télescope Hubble qui fait moins de 2 mètres de diamètre à un télescope qui fait 6,50 mètres de diamètre. Les objectifs scientifiques d'avoir un très grand télescope infrarouge dans l'espace, il y en a plusieurs. En fait, il y avait 4 domaines auxquels s'est greffé un 5e domaine qui arrivait plus tard. C'est-à-dire qu'au début de la conception du JWST, vous aviez ces 4 grands domaines et celui-là a été rajouté. Donc le tout début de l'histoire de l'univers, les toutes premières galaxies, et je vais vous en parler un petit peu plus en détail vers la fin de la présentation. L'évolution des galaxies et notamment des trous noirs au centre des galaxies. Le cycle de vie des étoiles, donc comment les étoiles naissent et meurent, et les systèmes planétaires qui sont autour de ces étoiles. Ce qui a été rajouté par rapport à ça, donc on pensait plutôt au disque planétaire autour des étoiles quand on a conçu la mission. Et à partir de 1995, on a eu les premières détections de ce qu'on appelle des exoplanètes, donc des planètes dans d'autres systèmes planétaires qui ne font pas notre système, autour d'autres étoiles. Et donc l'étude des exoplanètes et leur atmosphère a été rajoutée plus tard. C'est-à-dire qu'au tout début de la mission, on ne connaissait même pas encore la première exoplanète. Parce que ça, c'est la durée de développement de la mission qui a fait ça. C'est un très très grand télescope. Donc pour vous donner une idée, voilà un petit peu une mise à l'échelle. C'est une maquette qui a la taille réelle avec toute une équipe du projet, l'équipe du projet WST à côté. Donc vous voyez un petit peu ça correspond à la taille de plusieurs terrains de tennis déployés, une fois déployés. Et vous voyez donc la taille de surtout ce très grand miroir. C'est toujours, quand on parle de télescope, c'est la pièce maîtresse. C'est ce qui va en fait déterminer quasiment toutes les caractéristiques du télescope, c'est la taille de son miroir. Et construire GWST, ça a été une aventure qui, comme je vous disais, a duré 30 ans. C'est pour ça que, par exemple, les exoplanètes ont été découvertes en chemin. C'est-à-dire que la réflexion s'était faite dès 1993. À peu près, en fait, dès le lancement du télescope Hubble, il faut imaginer quand vous avez un télescope comme ça qui est lancé dans l'espace, une fois que c'est lancé, on passe dans le mode opération, donc toute la partie technique de fabrication, les personnes qui ont travaillé là-dessus, elles se retrouvent d'un seul coup sans projet, donc on réfléchit aussi à d'autres choses, et en même temps les scientifiques pensent à ce qui va se produire dans 20 ans, 15 ans, voilà, ça fait 30 ans, parce qu'il y a eu beaucoup de retard. C'est-à-dire qu'au début, il était prévu plutôt pour 2006, donc je pense qu'ils étaient très optimistes à l'époque. Pendant longtemps, on a cru que c'était autour, 2016-2018, et puis il y a eu une accumulation de retard dans les dernières années, qui ne lui a pas forcément fait une très bonne publicité, parce que qui dit retard dit augmentation du budget, toujours pour tout ce type de projet. On peut refaire exactement le même type de cours pour l'ITER, par exemple. Ce type de projet à très grande échelle, Bref, le lancement s'est fait le jour de Noël 2021. Et en juillet 2022, on a aussi obtenu les premiers résultats qui sont sortis. Les observations sont faites dans les 6 mois les premières observations dans les 6 mois qui ont suivi. Je vais vous en parler un petit peu plus après. Voilà, donc entre deux, il y a eu plusieurs étapes, notamment tous les miroirs qui étaient prêts dès 2011. Donc il faut se dire, même les instruments étaient prêts en 2013, donc en fait, on a l'impression que tout était prêt ici. On s'est dit, c'est bon, on va pouvoir le lancer à peu près par là. Mais il y a eu tous ces retards, notamment sur les tests. Bon, le Covid n'a pas aidé non plus, bien sûr. Et donc le lancement s'est fait avec une fusée Ariane 5, depuis la Guyane. Et JWST, donc c'est un défi technologique. Parmi les caractéristiques, je dirais, si j'en résume 3, il faut un très grand télescope et il faut qu'il soit sensible à l'infrarouge. Qui dit instrument sensible à l'infrarouge, en fait, tout ce qui chauffe un tout petit peu, vous-même, rayonne en infrarouge.
Donc en fait, il faut arriver à refroidir les instruments à très basse température. Et pour ça, l'espace lui-même est froid, donc ça c'est plutôt bien. Il faut imaginer que dès que vous êtes illuminé par le soleil, eh bien, une pièce de métal dans l'espace, en fait, elle va se mettre à chauffer très fortement. Donc en fait, c'était assez compliqué, mais on s'est débrouillé en fait pour que si on arrive à pointer le télescope à peu près à l'opposé du soleil, on peut avoir une partie du côté du soleil, une partie à l'opposé du soleil. Et on verra après comment on arrive à faire ça. Mais si on arrive à faire ça, en fait, on arrive à avoir l'énergie solaire dont on a besoin pour l'électricité d'un côté, tout ce qui est communication aussi vers la Terre, d'accord? Donc le soleil et la Terre sont plutôt par là. Tout ce qui va chauffer, l'électronique. Et de l'autre côté, côté froid, eh bien, vous avez simplement les détecteurs et les miroirs. Voilà. Donc en fait, vous avez voilà, côté pile, côté face. Côté pile, vous êtes plutôt à 85 degrés Celsius. Donc côté soleil, chauffé en permanence avec le soleil. Et côté froid, on est à moins 233 degrés Celsius. Donc vous avez cette différence énorme entre les deux. Donc ça, c'était un des premiers défis. Le deuxième défi, c'est d'avoir un miroir segmenté et très léger. Donc en fait, on ne peut pas arriver à faire un miroir d'un seul tenant qui fait 6,50 m de diamètre. On pourrait, mais pour l'envoyer dans l'espace, c'était ça qui était très compliqué, et l'aligner correctement. C'est quelque chose de très complexe. Et donc, il fallait que le poids de ce miroir ne soit pas trop grand, parce que sinon, au niveau de tout ce qu'on envoie dans l'espace, dès que vous avez du poids, ça fait de la masse de d'ergol qu'on va envoyer dans l'espace, et donc des coûts, etc. Enfin, tout doit être très limité au niveau masse. Donc en fait, ces miroirs sont segmentés hexagonaux, et à l'arrière, en fait, ils sont complètement évidés. Et ça, on atteint comme ça un miroir qui fait donc 6,50 m de diamètre. Oui, pardon. Complètement évidé. Pardon, il y a ils sont troués, quoi. On enlève de la matière. Voilà, donc en fait, ils sont, si vous voyez ici, en fait, il ne reste qu'une structure derrière, un petit peu en nid d'abeille, mais vous avez retiré le maximum de matière. Et en fait, un miroir qui, de 6,50 m, si vous comparez avec le télescope Hubble, il fait à peine 2 mètres. Normalement, il aurait dû être 10 fois plus lourd si on le fait exactement dans les mêmes proportions, voire plus. Et en réalité, il est moins massif que celui du télescope Hubble. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et il est fabriqué dans un matériau spécifique, du beryllium. C'est fait parce que quand on va l'envoyer dans l'espace, il va se refroidir. Et c'est un matériau qui a des très bonnes propriétés au niveau refroidissement, pour ne pas le déformer. Enfin, c'est ça la complexité aussi. On l'envoie à température ambiante, il va être refroidi à moins 233 degrés Celsius. Il faut que ça tienne. Et enfin, pour pouvoir arriver à faire ça, en fait, il va falloir le cacher, se protéger du soleil, donc avoir toute une partie du télescope et des instruments protégés du soleil. Et pour ça, on lui met un gigantesque pare-soleil, multicouche, qui fait avec, donc on a moins 5 couches, je crois, donc avec un matériau spécifique type carton similaire, pour pouvoir protéger les rayons du soleil et garder cette basse température. Tout ça, si vous le prenez déployé, ça ne rentre pas du tout dans la navette, dans la fusée Ariane. Il y a une fusée Ariane ici. Il faut que ça rentre dans la coiffe de la fusée Ariane. Pour Hubble, c'était la navette, d'accord, la limite. Ici, c'était la coiffe de la fusée Ariane, pliée. Et donc, voilà, il y a tout un système de pliage et de montage. Vous imaginez la notice pour le déployage de l'instrument ici. Donc, si on faisait une petite vidéo en fait de comment ça se passe, le télescope part complètement replié, on le reconnaît à peine dans la fusée, dans la coiffe de la fusée Ariane. Donc, on déploie le plus rapidement possible par soleil, parce qu'il faut éviter le moindre échauffement de toutes les parties qui doivent être dans la partie froide. Et puis à partir de là, on commence à déployer. Donc en fait, vous avez ces grandes barres qui tiennent le petit miroir, qui est un miroir secondaire, qui est très très important aussi. Et puis le miroir primaire est plié en 3, donc il est déployé un par un comme ça. Et à la fin, donc et pendant ce temps-là, le pare-soleil est aussi déployé en hauteur des différentes couches d'isolation. Et tout ça, ça prend à peu près 1 mois. Et ça se fait pendant le temps que le télescope à son point, à son orbite sphérique. Et donc,
Juste pour rappeler, donc qu'est-ce qui va se passer après? La lumière qui arrive ici va se refléter sur le miroir primaire. On va capter une très très grande surface, donc ça veut dire qu'on va collecter le maximum de lumière, c'est toute l'idée. Cette lumière est renvoyée, puisque ces miroirs ils sont faits pour se focaliser la lumière sur le miroir secondaire. Puis on repart à l'intérieur, on passe au travers du trou du miroir central, et derrière on arrive aux instruments. Les instruments, c'est ce qui va nous permettre après d'analyser la lumière. Le télescope, il fait juste simplement que collecter la lumière, même si c'est vraiment la pièce maîtresse, le miroir primaire qui collecte la lumière. Et une fois que vous avez cette lumière, vous en faites un peu ce que vous voulez, suivant les différents instruments dans lesquels ils vont passer. Il y a 4 instruments principaux dans le JWST. Vous avez celui qu'on connaît le plus, puisqu'on utilise le plus ces images-là, c'est celui qui a fait les plus belles images, qui s'appelle NIRCam. C'est un imageur, qui fait simplement des photos dans des filtres. Vous en avez un autre qui va regarder la lumière qui est encore plus rouge que l'infrarouge, on appelle le moyen infrarouge, qui va encore plus loin dans le rouge. Et celui-là, il faut le refroidir encore plus bas. Alors, normalement, les instruments du JWST sont refroidis par le vide spatial, à cette température de moins 233. Celui-là, il faut lui rajouter, notamment de l'hélium, il a un cryo-réfrigérateur qui va lui faire abaisser sa température à moins 266 degrés. C'est le seul moyen d'aller repérer l'infrarouge moyen. Et puis après, vous avez d'autres instruments comme NIRIS et NIRSPEC, qui sont ce qu'on appelle des spectrographes, qui vont permettre en fait d'analyser la lumière suivant toutes ses couleurs. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc après, je ne vais pas aller dans le détail de qui fait quoi, mais en gros, suivant ce que vous voulez faire, suivant la science que vous voulez faire, vous voulez regarder des molécules, vous voulez regarder des objets très très froids, vous allez regarder des objets très lointains, eh bien vous allez choisir l'instrument qui vous convient le mieux. On peut en prendre en même temps, deux en même temps, ça arrive, mais on ne pointe jamais au même endroit, on ne peut jamais exactement être au même endroit, la lumière va arriver que dans un des instruments. Mais la lumière d'à côté peut aller dans un autre instrument, on peut faire ce qu'on appelle des observations parallèles. Et donc je voudrais simplement parler un petit peu plus de cet instrument-là, qui s'appelle NIRSPEC, donc c'est un spectrographe proche infrarouge, donc NIR infrared spectrographe, c'est ça que ça veut dire. C'était l'instrument qui était le seul sous la responsabilité de l'Agence spatiale européenne. L'Agence spatiale européenne a aussi contribué à d'autres instruments en partenariat avec la NASA, et celui-là est complètement en charge de l'instrument. Et le contrat pour la fabrication d'instruments, il a été donné à Airbus, à DSS Triumph. Et en fait, le CRAL, donc à l'Observatoire de Lyon, le Centre de recherche astrophysique de Lyon, a été le seul institut astrophysique associé à cet industriel pour une partie du développement qui a été fait pour l'instrument. Alors une petite parenthèse sur qu'est-ce que c'est un spectrographe. Donc l'idée c'est de disperser la lumière, de faire un petit peu comme naturellement quand vous avez un arc-en-ciel. C'est la lumière du soleil qui se sépare sous toutes ses couleurs. Et en fait, la lumière du soleil qui est plutôt blanche-jaune va se séparer quand on a un effet d'arc-en-ciel. C'est les gouttes d'eau qui vont disperser la lumière dans l'atmosphère. Et on va voir en fait que la lumière blanche est composée de rouge, vert, jaune, etc. Eh bien, on fait la même chose dans un spectrographe, c'est-à-dire que la lumière blanche, la lumière solaire par exemple, mais en fait la lumière d'étoiles, de galaxies, va passer au travers d'un système qui va disperser, donc, typiquement comme un prisme, ça ressemble à un prisme ou un réseau de diffraction. C'est des éléments qui vont simplement faire que la lumière bleue va passer d'un côté, la lumière verte d'un côté, la lumière rouge de l'autre. Alors c'est pas juste trois rayons différents, on sépare comme ça en fait toute la foultitude de couleurs qu'il y a du bleu vers le rouge. Alors, ici, on ne parle pas de lumière visible, dans le cas du JWST, mais il faut imaginer que même dans l'infrarouge, on peut imaginer qu'il y a la partie plus, ce que j'appellerais plus bleue de l'infrarouge et la partie plus rouge de l'infrarouge. Même si tout ça, c'est en fait beaucoup plus rouge que le rouge. Donc en fait, ça continue et on peut imaginer en fait les différentes couleurs de l'infrarouge. C'est vrai qu'il faut imaginer un petit peu dans sa tête, puisqu'on ne peut pas les voir directement. Donc voilà, donc on va parler de longueur d'onde plutôt que de couleur, ça revient au même, c'est-à-dire qu'on va en fait donner un chiffre pour la couleur à laquelle on parle de la lumière, en fait des particules de lumière qui arrivent. Et NIRSPEC, c'est un spectrographe qui va faire cette analyse-là, mais c'est un spectrographe qu'on appelle multi-objet. C'est-à-dire que normalement, quand vous faites un spectre, vous devez choisir à peu près l'endroit que vous voulez regarder,
isoler cet endroit et disperser sa lumière pour l'étaler sur un détecteur. Et ça peut être, on peut le faire sur un ou deux objets comme ça facilement, mais c'est pas très pratique de faire qu'une seule observation objet par objet. Donc on cherche souvent à faire des observations, ce qu'on appelle multi-objets, c'est d'arriver à faire un spectre de plusieurs objets en même temps. Et le principe ici, c'est d'avoir une matrice de petits volets, donc des petits obturateurs, qui s'ouvrent et qui se ferment. Alors là, c'était tout un système de la très haute technologie robotisée, c'est que vous avez un système avec un aimant qui va passer et donner un signal et d'ouvrir et de fermer les volets. Donc il va passer comme ça sur toute la matrice, et vous pouvez régler à volonté, je veux tel ou tel volet ouvrir sur cette matrice. Et à partir de là, une fois que ces volets sont ouverts ou c'est fermé, le rayon lumineux ne va passer qu'à travers les volets ouverts. Très bien. Et une fois que cette lumière passe, on peut la disperser et l'étaler. Et on peut faire en sorte, par exemple, que la lumière qui a été dispersée, donc l'arc-en-ciel qu'on a fabriqué, ne se chevauche pas avec l'arc-en-ciel de l'objet d'à côté. Donc ça va être un petit peu tout le principe. Au final, il y a quand même 250 000 volets comme ça, donc c'est un système très très complexe, c'est tout petit. Ils font 100 microns par 200 microns chacun. Voilà. Et donc ça a été développé par la NASA, ce système-là. Mais et on peut changer comme ça, surtout le principe c'est qu'on peut changer à volonté. On peut faire une observation avec des volets dans une certaine position, finir et tout de suite enchaîner par une observation avec des volets dans une autre position. Donc on va choisir comme ça les objets qui nous intéressent dans le ciel et dire je veux faire un spectre de un objet là, un objet là, un objet là, un objet là. Je vous montrerai après quelques exemples. Donc, sous le capot, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a beaucoup de complexité, et vous voyez, en fait, tout est très compact, parce que l'espace est encore une fois très très limité dans ce type d'instrument. Alors, pas pour le GWST, mais on peut dire quand même que le niveau de complexité, de prix, etc., des instruments, par rapport au télescope, on arrive à rivaliser. C'est le même ordre de grandeur à peu près pour le prix de tous les instruments et le prix du télescope pur. Pour dire en fait toute la technologie qu'il y a derrière, même si le miroir, le télescope, le système du télescope est très complexe, les instruments eux-mêmes sont très très complexes. Alors je ne vais pas vous donner plus de détails précis, mais j'ai une petite vidéo comme ça on peut regarder. Je laisse le son. Je pense que c'est pas qu'il y a. Donc vous avez de la lumière qui rentre dans l'instrument. Donc en fait la lumière qu'on va récupérer qui vient du télescope en fait est focalisée et elle arrive comme ça dès le début par la matrice des obturateurs. Donc on a d'abord un système qui collimate le faisceau, donc qui le rend droit. Alors c'est pas du temps réel, en réalité la lumière va beaucoup plus vite que ça. Vous avez un système avec une roue à filtre ici qui permet de sélectionner un petit peu de filtrer la lumière. Voilà. Là on passe par la fameuse matrice. Et puis, on devra arriver bientôt dans le spectrographe, la partie spectrographe elle-même, qui va contenir le réseau de diffraction. C'est celui-là, donc vous voyez l'arc-en-ciel qui est produit. Donc comme ça, on est obligé de replier le faisceau plein de fois pour que ça rentre en fait dans la boîte et avoir les bons rapports d'amplification, etc. Et après, on arrive sur le détecteur. Alors, la quantité d'informations sur le spectre, c'est assez simple parce que c'est par objet, mais c'est pas des très très grandes quantités de données. Là, on parle pas, il y a plus de données par exemple déjà sur les imageurs. Donc les détecteurs, ils font, si je ne m'abuse, il y a 4 détecteurs qui font 16 millions de pixels. Alors ça peut-être paraître beaucoup pour certains, mais en fait, voilà, on commence déjà à avoir beaucoup de systèmes qui ont ces tailles-là. Donc c'est plutôt la qualité des détecteurs, et surtout c'est des détecteurs infrarouges. Donc dans les détecteurs infrarouges, chaque pixel a sa propre électronique et doit récupérer toute l'information, contrairement aux systèmes CCD par exemple. Et donc ça rend la complexité du système. Donc le CRAL a travaillé avec Airbus pendant deux contrats, de 2005 à 2011, puis de 2016 à 2020. La raison du contrat de 2016 à 2020, c'est parce qu'ils ont profité du fait qu'il y a eu des délais sur le télescope et les tests pour refaire des améliorations sur le système qui a été développé. Et le système qui a été développé, en fait, c'est
un système de simulation. Je n'ai pas été plus en détail, excusez-moi. Pas de slide spécifique, mais c'est le simulateur de l'instrument. Donc en fait, c'est un logiciel qui, dès 2005 jusqu'à 2011, en fait, à la fin 2011, on devait prédire très précisément comment allait être l'instrument. Alors on dit, bon, en fait, on fabrique un système qui ne sert plus à rien une fois qu'on est sur le ciel. Mais c'est très très important, et on le demande de plus en plus, d'avoir très tôt des fausses données, en fait, des données simulées, qui ressemblent le plus possible à l'instrument, y compris avec ses défauts. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte tous les types de défauts possibles, et comme ça, on prépare les tests. On se dit, bon voilà, on aura ce type de choses, est-ce qu'on arrivera à calibrer l'instrument? On fait des fausses calibrations, des fausses observations, et on vérifie que tout fonctionne. Ça permet à tout le système derrière de tester ce qu'on appelle le système de réduction de données, c'est-à-dire que vous avez des données qui arrivent, et pour arriver à faire de la science derrière, il y a tout un système qui va devoir prendre des données et les traiter. Et c'est un système quand même très complexe, informatique, et pour ça, il utilise des données simulées par ce simulateur. Donc en fait, le logiciel fabriquait ce type de pose, dans lequel vous avez en fait chacune des traces que vous avez ici, c'est un spectre d'un objet, donc un faux objet. Donc la première lumière de NearSpec en laboratoire, c'était 2009, à peu près au milieu. Donc à partir des premières données, ils ont pu améliorer le système de simulation également, pour vérifier en fait qu'en parallèle, que le simulateur d'instrument correspond toujours à l'instrument. Donc 25 décembre 2021, on arrive au lancement parfait à Noël. La dernière image réelle qu'on a eue du JWST, c'est celle-ci. Donc à peine je crois même pas une demi-heure ou après, on aura cette éjection, disons, du JWST. Donc j'imagine qu'il y en a parmi vous qui ont regardé ça en direct. Et bon, la petite photo, c'est parce qu'il y avait un de nos collègues du CRAL qui est maintenant en fait à l'Agence spatiale européenne, qui était à Kourou, et qui a fait un petit signal. Une fois qu'on l'a lancé, eh bien, il faut placer le JWST sur son orbite. Et il a une orbite un petit peu particulière. Quand on réfléchit, quand on pense à une orbite, on pense en fait dans le système solaire, on a un gros objet, un petit objet, le petit objet tourne autour du Soleil. Ça, c'est ce qui se passe normalement. Donc vous avez la Terre comme ça qui tourne autour du Soleil. Et bien ici, en fait, on va se placer dans un point un petit peu spécifique où vous êtes à l'équilibre, à la fois entre le Soleil et la Terre. C'est-à-dire qu'on est loin de la Terre et loin du Soleil, mais suffisamment près de la Terre pour qu'il y ait autant d'attraction de la Terre que du Soleil. Le Soleil est très massif, mais il est très loin. La Terre est plus proche, mais elle est moins massive, mais les deux s'équilibrent. Et ça fait une situation un petit peu spécifique. En fait, c'est dès que vous avez trois corps, normalement, le problème est normalement pas soluble, mais c'est un des cas qui est à peu près soluble. C'est-à-dire que vous avez en fait une orbite un petit peu spéciale. Ce point L2, où il n'y a rien, ce qu'on appelle un point de Lagrange, en fait, il tourne, il reste en permanence aligné avec le Soleil et la Terre. Et donc le JWST, il n'est pas au point L2, mais il tourne autour de ce point L2, il est loin, même il est à 500 000 km en orbite. Et grâce à ça, si vous imaginez que vous placez votre pare-soleil correctement à l'opposé du Soleil, entre face au Soleil, disons, eh bien, vous pouvez avoir la configuration dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire vous avez d'un côté le Soleil et la Terre, ça tombe bien, on est alimenté, on peut communiquer avec la Terre en permanence, et de l'autre côté, vous êtes froid, et vous êtes à l'ombre de la Terre, du Soleil. Et tout ça, c'est à peu près à 1,5 million de kilomètres de la Terre, donc vous voyez même la Lune qui tourne autour de la Terre, donc le JWST est beaucoup, beaucoup plus loin que tout ça. Oui. Comment ça se fait que le point d'équilibre est au-delà le Soleil, la Terre et le point d'équilibre? Eh bien, vous imaginez, en fait, vous avez en fait deux points d'équilibre. C'est le L2, il y aurait le L1 qui serait de l'autre côté. En fait, vous en avez un là et un là. Et on a choisi celui-là. Donc, en fait, quand vous êtes là, vous imaginez, vous êtes proche de la Terre, donc vous recevez une certaine attraction, et vous avez autant d'attraction du Soleil. En fait, c'est un équilibre en fait, entre les deux. C'est-à-dire que disons que le Soleil veut demander au JWST de venir par là, mais la Terre aussi, d'accord? Et avec la même force. Et c'est cet équilibre-là dont je parle. Et le fait que les deux soient de l'autre côté,
ça pose pas de souci par rapport à ça. Alors c'est un point d'équilibre instable. Complémentaire. Pourquoi est-ce qu'il fait des figures de lissage autour du L2? Quels sont les éléments de gravitation? Encore une fois, le problème à trois corps, il est plus complexe. En fait, il faut aller au-delà. C'est pas juste la règle habituelle de la loi de la gravitation. Donc il fait une courbe comme ça. Enfin, si on regarde dans le détail, si vous placez un objet au point L2, c'est un point instable. C'est-à-dire que l'objet va avoir tendance à s'en écarter. Donc on évite ça, et c'est pas grave, d'accord? Par contre, si vous êtes à proximité du point L2, vous avez tendance à tourner autour. C'est-à-dire que progressivement, en fait, à la fois le Soleil et la Terre l'entraînent dans cette orbite. Après, je ne vais pas détailler les problèmes. C'est d'autres corps dans l'espace ou Non, c'est simplement dès que vous avez deux objets massifs, vous avez un équilibre entre les deux. Il n'y a pas une solution qui vous dit vous tournez autour d'un des corps. Vous devez tourner à la fois un peu autour des deux. Et du coup, on arrive à cette solution. Donc voilà pour la petite histoire du point L2. Donc on arrive, une fois qu'on arrive, on imagine qu'il y a ce point L2 qui est là, même s'il est en mouvement autour du Soleil. Et dans ce repère-là, on va dire qu'on est fixe. Et donc le télescope, notamment, il tourne autour de ce point L2 où il n'y a rien. Il est arrivé 30 jours après son lancement, donc c'est ce qui est marqué ici, hein. M plus 30D, ça veut dire 30 jours après le lancement, et il est rentré dans ce qu'on appelle la phase de commissioning, de test des instruments, mise en place des instruments, qui a duré au total 5 mois, c'est-à-dire qu'au bout de la fin du commissioning, une fois que tout est fini, vous avez fait 6 mois depuis le lancement. Donc c'était très long. Et une grosse partie de ce travail de test, etc., c'était pas grand-chose, mais simplement refroidir les instruments. C'est-à-dire qu'il y a eu un refroidissement contrôlé pour atteindre cette température de moins de 130 degrés. Vous ne demandez pas comme ça tout de suite au télescope de tomber d'un seul coup en température. Donc c'était quelque chose de contrôlé et c'est ce qui demandait pas mal de temps. Et après, il y a dès qu'au bout de 2 mois à peu près, on commençait à avoir les premières images, à faire les alignements. Et au fur et à mesure, on a commencé à tester les instruments. Le miroir, comme je le disais, il est segmenté. On a en fait 18 segments, ici, hexagonaux, qui ont l'air similaires, mais en fait, ils sont plutôt identiques par couronne. Est-ce que vous avez ici en A, B et C, en fait, c'est des types de miroirs un petit peu différents, quand même. Et chacun de ces miroirs, il a derrière, en fait, des petits actuateurs qui vont lui permettre, en fait, de contrôler les positions, à la fois en translation et en assiette et visée. Donc en fait, ces miroirs-là, comme ça, vous pouvez les déplacer un petit peu à volonté. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on va pouvoir faire l'alignement du télescope. Pardon. Pourquoi est-ce que c'est jaune? Alors oui, c'est une très bonne question. Je vous ai parlé que le miroir est en beryllium, c'est le matériau principal. Mais pour pouvoir réfléchir de l'infrarouge, en fait, on lui met une petite couche d'or. Le beryllium, c'est pour la stabilité thermique, mais en fait, il a une très très fine couche d'or. Et là, on se dit, oh mais donc ça doit coûter cher de tout cet or. Il y a 18 grammes. C'est une couche qui fait à peine quelques microns. C'est pas parce qu'il est recouvert complètement. Au final, vous n'avez que 18 grammes d'or sur cette couche. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui coûtent plus cher que l'or, c'est pas la question, d'accord? Mais pour vous dire que c'est pas juste un miroir complètement en or. Et là, le principe, c'est que l'or, en fait, réfléchit. Il a des bonnes propriétés pour réfléchir la lumière infrarouge. Et là, c'est ce qu'on veut sur la partie supérieure. Ce qu'on appelle le coating, le revêtement du miroir. Et voilà, il est plaqué or. Voilà. C'est du top. La toute première image qui a été fabriquée en pointant une étoile sur ce télescope, vous imaginez que le miroir ne soit pas aligné. Et donc, vous obtenez une image comme celle-ci. Et donc, le petit jeu, ça a été de prendre, déjà il y a 18 étoiles, donc on a 18 miroirs, individuels. Donc le petit jeu, ça a été, je bouge un miroir, je regarde laquelle étoile bouge, donc je démirote, B1, B2, voilà. Donc la personne qui a dû faire ça a dû s'amuser. Et puis après, une fois que vous les avez identifiés, vous faites le mouvement pour que tous les actuateurs renvoient l'étoile au même point. Et ça veut dire que vous avez focalisé tous vos miroirs
sur le même point. Donc le premier, ça a été que la forme de l'étoile ne soit pas complètement défocalisée, mais fasse une tache diamètre. Et l'étape d'après, c'était de ramener tout le monde au centre. Une fois que vous les avez bien alignés comme ça, vous les ramenez tous au centre. La vérification, ça a été de s'auto-illuminer, de se prendre une auto-photo en fait, du miroir pour vérifier, en fait, l'étoile, en fait, elle va illuminer les miroirs de cette manière-là, et on peut vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas de tache sur le miroir, qu'il n'y a pas eu d'impact, etc. Donc, ce qu'on a appelé un selfie, en fait. Ils se sont posé la question de comment on peut appeler ça au grand public, etc. Mais en fait, c'est simplement un selfie. Après avoir fait cette image d'étoile, l'image d'alignement, on a pris une pause un peu plus longue. Et nous, c'était la toute première image qu'on a vue, donc c'était avant juillet, c'est pas une image scientifique, c'était une image de test pour et puis de montrer un petit peu aux astronomes que tout se passait bien, parce qu'il y avait quand même 6 mois à attendre depuis le lancement. Et moi, sur cette image, la première chose que j'ai vue, c'est pas le gros truc au centre, c'est ça que vous avez vu en premier, mais moi, c'est tous ces trucs-là. C'est-à-dire que sur une petite image comme ça, vous voyez, c'était concentré sur une étoile, c'était l'objet principal, mais malgré tout, dès que vous posez un tout petit peu avec le télescope JWST, vous voyez en fait plein de galaxies qui sont beaucoup plus loin, beaucoup plus distantes. Oui, qui colorise l'image. Alors les colorisations des images, là c'est un choix. Là, en fait c'est une image qui serait normalement noir et blanc. On a pris une palette de couleurs orangées, c'est juste un choix. Là en fait vous avez un institut du télescope spatial qui est aux États-Unis qui récupère les images. Et là je dirais que c'est l'équipe de communication de la NASA qui s'est occupée de la communication pour fabriquer ce type d'image. Donc il y a tout un travail après même sur les résultats scientifiques pour les choix des palettes, etc. Beaucoup de débats aussi sur est-ce que le choix des palettes influence ce qu'on voit sur les images. Ça se fait sur chaque filtre, ça. Parce que vous avez montré une roue à filtre. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr. Donc là, je pense que, je ne veux pas dire de bêtises, hein, pour ce test-là, c'était sur NIRCam. Et donc, ça doit être un des filtres de NIRCam qui a été utilisé comme référence, et après, ils ont testé les autres. Normalement, NIRCam était aligné. Une fois que vous en alignez un, les autres doivent être alignés. Mais, oui, bien sûr, après, tous les autres filtres ont été testés. Et je parle de cette image parce que c'est vrai que pendant longtemps, on a eu le droit qu'à cette image pour jouer un petit peu, regarder ce qui se passe. Juste pour expliquer un petit peu la forme, parce que vous avez cette étoile et vous voyez en fait qu'elle fait des branches dans plein de directions. Et on peut arriver à expliquer ça complètement par le fait que le télescope, en fait, il a une forme hexagonale. Si le télescope avait un miroir circulaire, vous auriez des anneaux autour de l'étoile. Le fait qu'il soit hexagonal, ça vous fait en fait des branches. Ça, c'est simplement quand vous avez de la lumière et que vous la bloquez avec des droites comme ça, des diagonales, et bien chacune de ces droites va vous fabriquer en fait un pic dans la direction perpendiculaire. Donc en fait, si vous avez un hexagone, vous avez une étoile, 6 branches qui s'étalent autour de l'étoile, ce qu'on appelle la diffraction, une figure de diffraction. Et après, vous pouvez complexifier les systèmes, si vous rajoutez des hexagones, etc., vous devez avoir une figure un petit peu comme celle-ci. Et ça explique pourquoi en fait on a cette forme-là. Y compris, vous avez les 6 branches, plus une droite horizontale, qui vient en fait d'une des barres du miroir secondaire, ces fameuses 3 barres qui tiennent le miroir secondaire. Alors ça nous gêne un petit peu, et alors toujours la même image, hein. Mais là on n'avait pas vu, on a pris l'image, et il y en a qui sont amusés, des astronomes à aller insister sur le contraste, etc., pour aller voir les fameuses galaxies, et là on voit que c'est rempli de galaxies. Et puis bon, on commençait, c'était vraiment des images de test, hein. Donc maintenant le télescope ne fait plus des images avec cette là, heureusement. Mais vous voyez qu'il y a des objets qui ont l'air troués, il y avait plein de défauts. Donc, il y en a qui sont amusés comme ça à faire des petits dessins en disant oh ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça c'est normal, ça a l'air bien. Bon voilà, on était assez impatients. Les premières images aussi ont montré, comme ça la toute première image d'un champ, la comparaison avec un autre télescope qui regardait la même couleur. Le télescope précédent, qui s'appelle WISE, qui regardait dans l'infrarouge. Là, la comparaison est correcte au niveau des couleurs, c'est-à-dire qu'on regarde un peu le même champ avec les mêmes couleurs de l'infrarouge. Et là, c'est la différence, c'est le gain en sensibilité et en résolution, surtout, du JWST. Vous voyez la différence. C'est-à-dire que là où WISE ne voyait simplement que quelques points des grosses taches ici et là, en fait, le JWST voit non seulement beaucoup plus de points, mais tous ces nuages, ces structures qu'il y a entre les différents objets.
Et on arrive comme ça au mois de juillet, où on nous a présenté la toute première image avec le scientifique, disons, avec le JWST. Donc, il y a eu tout un tintamarre à la Maison Blanche par Joe Biden et les administrateurs de la NASA. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est que l'image qui a été choisie, c'était un amas de galaxies massif avec un effet de lentille gravitationnelle, et je vous détaillerai un petit peu plus tard après, qui est exactement mon sujet de recherche. Donc, en fait, voilà, dès le début, enfin, je travaille avec les journalistes pour expliquer un peu plus ce qu'il y avait sur cette image. Vous avez une question? Non, c'est juste. Donc, on reviendra sur cette image tout à l'heure. Je vais vous parler maintenant un petit peu des résultats, avec, en partant un petit peu par ordre de distance de notre système solaire. Alors que je suis plus spécialiste des galaxies, on ira rapidement aux galaxies, mais juste pour vous montrer quand même des très belles images. Je reste très amateur de ces très belles images du système solaire. Donc à gauche, vous avez une belle image de Jupiter. Alors, des images de Jupiter comme celle-là, on en voyait déjà pas mal avec le télescope Hubble, mais pas avec ces couleurs-là. Alors vous allez dire, bon, bah, c'est le choix des couleurs, hein. Mais c'est surtout parce que là, on regarde vraiment dans l'infrarouge, et c'est ça qui fait toute la différence. Quand vous regardez dans l'infrarouge, en fait, la tache rouge, on appelle le Jupiter, qui est la plus grande structure que vous voyez ici. Elle n'est pas rouge, en fait, ce serait la grande tache blanche. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que par rapport aux sondes, le JWST reste quelque chose de complémentaire. On pourrait se dire, Jupiter, bon, on envoie des sondes, donc on a des images bien plus détaillées de Jupiter, notamment avec la sonde Juno, on aura JUICE après. Enfin, voilà, c'est spectaculaire ces images. Donc pourquoi aller utiliser le JWST pour faire ça? Eh bien, c'est parce qu'on peut faire comme ça du suivi en permanence, et toujours avec un peu la même vue. C'est-à-dire qu'on peut suivre pendant la rotation de la Terre, de Jupiter, sur elle-même, ce qui se passe, et faire un petit peu de météo. Là, c'est-à-dire que si je prenais cette image, en fait, le choix des couleurs, oui. Comment on fait? Parce que là, il faut pointer le télescope vers la Terre, vers le Soleil. Alors non, vous avez un moment donné où Jupiter est à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. Par contre, si vous voulez regarder Mercure avec le JWST, je vous dis tout de suite, ce ne sera pas possible. C'est-à-dire que Jupiter est plus loin que la Terre par rapport au Soleil. Donc il y a un moment donné, dans tous les enfin à peu près le temps que Jupiter tourne autour de la Terre, mais au moins une fois par an, vous pouvez voir Jupiter. Ah, bien plus loin. Voilà, oui, pardon. Donc le L2 en fait est plus loin que la Lune, mais bien moins loin que Mars, Jupiter, Saturne. Donc on peut voir toutes ces planètes-là avec le JWST. Vous avez Jupiter à gauche et Neptune à droite. Et donc Jupiter, ici, en fait, ce que je vous montre ici, on pourrait l'imaginer comme une carte météo de Jupiter. Je vous présente la carte météo de Jupiter. Donc vous aurez des nuages de très haute altitude plutôt dans l'hémisphère. Et alors, nos amis jupitériens qui habitent dans l'hémisphère nord ont des nappes de brouillard. Et puis, on voit surtout les effets des aurores. Donc des aurores polaires, hein, du même type que celles qu'il y a sur Terre, mais beaucoup plus intenses. Parce que c'est lié au champ magnétique de Jupiter, qui est lui aussi beaucoup plus intense. On capte beaucoup de particules du Soleil et qui font ces aurores quand ils interagissent avec la haute atmosphère. Voilà. Après, je ne suis pas planétologue, donc je ne vais pas aller plus loin dans la discussion là-dessus. Sur Neptune, donc vous voyez en fait la planète Neptune avec ses anneaux. Ce qui pour moi était assez spectaculaire parce que les anneaux de Neptune, avant d'aller sur place, on avait des doutes, on pensait qu'ils étaient là, mais la vraie confirmation, ça a été d'y aller sur place. Alors que quand vous regardez dans l'infrarouge, en fait, les anneaux apparaissent tout de suite puisque vous avez de la glace et des poussières qui vont rayonner en infrarouge. Et donc vous voyez très facilement qu'il y a plusieurs anneaux. En haut, vous avez un satellite Triton, et ici un autre satellite, je crois qu'il y en a encore plus, de Neptune, donc c'est-à-dire des lunes, donc des objets qui tournent autour de Neptune. En allant un petit peu plus loin, puisqu'on parle de planètes, je vais parler de quelques résultats, 2-3 résultats d'exoplanètes. La méthode qui a été utilisée pour le JWST, c'est ce qu'on appelle la méthode des transits. Donc c'est quelque part la plus simple à mettre en œuvre sur un télescope si vous n'avez pas prévu autre chose au départ, parce qu'il n'y avait pas d'instrument prévu spécifiquement pour l'étude des exoplanètes. Ça a été rajouté, le cas scientifique a été rajouté après. Eh bien, l'idée, c'est d'aller étudier une étoile. Et quand une planète lui passe devant, une exoplanète, eh bien, ça fait une petite éclipse. C'est un petit peu comme une éclipse de soleil, où vous avez la Lune qui passe devant le Soleil. Vous ne pouvez pas voir ça.
c'est beaucoup trop loin pour pouvoir voir ça en détail. Mais l'idée, c'est que si vous suivez juste l'étoile et vous regardez l'étoile, à un moment donné, la lumière de l'étoile, elle va s'affaiblir un petit peu. D'accord? Pendant juste le temps de l'éclipse. Ce qu'on appelle un transit. Donc un transit d'exoplanètes. Et donc, il y a des satellites qui ont été envoyés spécifiquement pour ça, qui suivent les étoiles, et la seule chose qu'ils font, c'est en permanence regarder l'étoile. Il y a eu un petit trou. Donc il y a des analyses automatiques qui permettent comme ça d'identifier des passages d'exoplanètes devant l'étoile, des transits. Et donc le JWST peut faire ça, mais alors comme je vous disais, puisqu'il sait faire ça, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de capter plus de lumière, donc d'être plus précis, et surtout cette capacité à regarder à toutes les couleurs, à toutes les longueurs d'onde, donc aller étudier un petit peu mieux, est-ce que la lumière qui a été cachée, est-ce qu'elle n'est pas passée au travers le temps que la planète passe devant? Il faut imaginer qu'elle a peut-être une atmosphère, et du coup, quand elle passe dans l'atmosphère, la lumière va absorber du gaz qui est dans l'atmosphère de l'exoplanète, si l'exoplanète a du gaz. Comme ça, on a pu, voilà le type de courbe qu'on peut faire, d'accord? Vous avez la lumière, donc on fait une courbe, on mesure la lumière, c'est très bruité, hein, ça c'est simplement le bruit dans le signal, c'est-à-dire que la lumière, on ne voit pas exactement toujours un truc très, très précis, mais on voit clairement que la lumière a chuté au moment où la planète bloque la lumière par le transit. Donc ce qui nous intéresse, c'est de faire la même chose dans plusieurs couleurs. Et si vous le faites dans plusieurs couleurs, vous regardez la quantité de lumière bloquée, donc 1%, 2%, c'est faible, hein, d'accord, ça peut être même beaucoup plus faible que ça. Et donc vous le regardez, mais à différentes couleurs. Donc il faut imaginer là ce que j'appellerais le bleu, et ici ce que j'appellerais le rouge. Encore une fois, on parle d'infrarouge ici, c'est simplement la valeur vous donne un petit peu où est-ce qu'on est. Et vous voyez qu'en fait, la planète absorbe 2% de la lumière de l'étoile tout le temps, sauf à un moment donné, parce que ça correspond à une zone où il y a du dioxyde de carbone. Et donc on a des modèles qui montrent, donc la courbe bleue, vous dites si vous avez une exoplanète qui contient du dioxyde de carbone, eh bien on aura cette forme-là, d'accord, dans le spectre du transit. Alors vous dites à quoi ça sert d'aller regarder du dioxyde de carbone? Je crois qu'on n'a déjà rien assez sur Terre, on pas ça disons quelque part ça nous donne une idée sur combien de planètes contiennent déjà du dioxyde de carbone, quelle est la... Est-ce qu'on a une planète unique quelque part dans l'univers? Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et le dioxyde de carbone, c'était aussi présent au tout début de l'histoire de la Terre. La planète était très riche en dioxyde de carbone. Et la réalité, c'est que donc, ce que je vous ai montré, c'est un cas très facile. C'est une grosse planète type Jupiter, en fait, qui contient du dioxyde de carbone. Mais ici, si vous avez une planète plutôt terrestre, alors là, la quantité de lumière absorbée elle est plutôt de 0,1%. Ça devient beaucoup plus dur à mesurer. Et vous voyez, en fait, sur ce signal, le type de signal qu'on regarde d'habitude, qui c'est plutôt une barre d'erreur comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez quasiment pas de signal. Vous pouvez dire que c'est compatible avec la ligne jaune. La seule chose que vous pouvez dire, c'est que cette exoplanète n'a certainement pas de métal, sinon vous auriez une bosse ici. On ne voit pas. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut dire, par exemple, sur cette planète. Après, ça peut être une planète sans atmosphère, auquel cas, c'est la ligne jaune qu'on attend. Par un petit peu plus loin, la nébuleuse d'Orion. Ça, c'est un objet très classique en astronomie amateur. C'est une des nébuleuses les plus brillantes et les plus visibles. Vous la voir à l'œil nu. Et donc, c'est un endroit, c'est une pouponnière d'étoiles, un endroit dans l'univers où vous avez plein d'étoiles en formation. C'est du gaz, d'hydrogène essentiellement. Il y a beaucoup d'autres métaux, beaucoup d'autres éléments chimiques, et dans lesquels vont se former des nouvelles étoiles. Donc ça, on le sait bien, elle est illuminée par des très grandes étoiles, notamment celle-ci. Et ce qui nous intéresse, c'est d'aller regarder des petites étoiles en formation, et surtout des étoiles à différents stades de leur formation. Donc si on regarde plus en détail cette image, en fait, ce qui va nous intéresser, on a par exemple des filaments de structure de gaz. Donc ça nous donne un indice un petit peu de gaz qui est au tout début de l'histoire d'une étoile. C'est du gaz qui au départ était à peu près uniforme, et il y a eu des vents stellaires ou des mouvements qui font qu'il se concentre un petit peu. Et si vous commencez à concentrer un petit peu du gaz dans un petit nuage comme ça, dans une structure en filament, c'est de la turbulence, on appelle,
à un moment donné, elle va peut-être se mettre à s'effondrer complètement et former une nouvelle étoile. Vous pouvez avoir aussi une étoile qui est encore englobée dans son coco, comme celle-ci. Donc vous voyez, on voit très bien l'étoile, mais elle est entourée de son cocon de gaz. Et vous avez une autre qui a commencé à expulser son cocon, qui est un peu plus facile à voir au centre, et vous avez un disque de gaz et de poussière, dans lequel certainement elle est en train de former des planètes. Donc en fait, comme ça, on peut regarder dans une seule image plein de stades différents de l'évolution de la formation, enfin, de systèmes stellaires. La grosse différence, vous voyez, c'est pas forcément le niveau de détail, parce qu'on connaissait déjà un petit peu ces systèmes-là avec Hubble à gauche et avec l'UST à droite. C'est vraiment la longueur d'onde, la couleur, le fait qu'on regarde en infrarouge. Quand vous regardez comme ça du gaz et des poussières en infrarouge, vous pouvez rentrer à l'intérieur des poussières, aller plus pénétrer et regarder plus en détail l'étoile en train de se former dans son nuage, cocon de gaz et de poussière. Et ça, par exemple, si vous comparez l'étoile qui était dans son cocon, on commence quand même à voir l'étoile et le cocon, elle est séparée. Ici, on voit à peine l'étoile, d'accord? On voit juste le cocon. Et vous voyez aussi toutes les autres étoiles qu'on ne voyait pas à gauche, qu'on commence à voir apparaître à droite. Donc en fait, ça c'était vraiment le côté spectaculaire. J'ai rajouté celle-là un petit peu en dernière minute. C'est l'image qui a été faite pour les 1 an pour la première image de JWST. C'est un complexe de formation stellaire comme Orion, qui s'appelle Rho-Ophiuchi. Moi, c'est une image qui est, enfin, une zone du ciel qui me fascine, le mélange de couleurs qu'il y a dans cette image. Mais là encore, il y a des très très belles structures. Enfin, si on peut zoomer, il y a des, on voit par exemple des disques de poussière vus par la tranche. Donc, vous voyez vraiment un système planétaire comme ça, vraiment en formation dans ce type de nébuleuse. Et celui-là, qui est sorti il y a à peu près 1 mois, je crois, quelques semaines, c'est un objet qu'on appelle les Herbig-Haro. C'est une étoile qui est en train de se former, d'accréter du gaz, c'est-à-dire du gaz qui tombe sur elle et qui alimente, qui la fait grossir. De temps en temps, ce gaz peut se retrouver accéléré et être éjecté à très grande vitesse, perpendiculairement. Alors on a l'impression que c'est un disque autour de l'étoile qui est enfoui là. Mais non, en fait, le disque, il est plutôt comme ça. Et ça sort par l'épaule. C'est des grands jets de matière qui sont expulsés par l'épaule. C'est du gaz qui s'est retrouvé accéléré et tellement fort qu'il ne peut plus tomber sur l'étoile, il se retrouve éjecté et ça repart perpendiculairement au disque. Voilà. C'est un nom particulier, messieurs Herbig et Haro qui ont trouvé ce type d'objet-là. Et du coup, c'est assez spectaculaire. Alors, si on veut regarder en détail, on voit en fait que ça tourbillonne un petit peu ici. On voit ces jets qui sont normalement un peu intermittents. Ces phases-là, ça dure quelques dizaines de milliers d'années, ce qui est extrêmement court pour la vie d'une étoile. Ça paraît très long pour nous, mais ça c'est extrêmement court pour la vie d'une étoile. Donc c'est un stade un petit peu exceptionnel. Bon, je vais aller un petit peu plus vite sur les autres nébuleuses, surtout pour le côté joli, magique de ces images. Nébuleuse de la Tarentaine. Oui, ce qui était intéressant c'était de montrer, par rapport, il y a cette image-là, et en fait, il y a un mode, je ne vais pas parler plus spécifiquement, de l'instrument NeurSpec, où vous pouvez faire de la spectroscopie dans une toute petite zone, un tout petit carré là, et vous analysez toutes les couleurs. C'est ce qu'on appelle la spectrographie intégrale de champ. Le principe, c'est vous arrivez comme ça à récupérer toute la dispersion dont je parlais avant avec les masques. On n'utilise pas les micro-volets, mais on va simplement récupérer l'information spectrale sur une toute petite zone et la renvoyer sur notre détecteur. Donc c'est possible de faire ça, mais sur vraiment une toute petite zone. Donc on ne le fait que par parcimonie, en fait, sur des objets très particuliers. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir sur un zoom sur cette image, qu'est-ce qui se passe dans l'hydrogène moléculaire, qu'est-ce qui se passe dans l'hydrogène atomique, qu'est-ce qui se passe dans les hydrocarbones, la poussière d'hydrocarbone. Pourquoi? Parce que chacun de ces éléments chimiques va rayonner à une couleur particulière. Et donc le principe de la spectroscopie, c'est de pouvoir sélectionner après la couleur qui vous intéresse et d'en faire une cartographie. Alors, une dernière nébuleuse, la nébuleuse de la Carène. Donc là, c'est un petit peu, c'est une nébuleuse qui est soufflée par les vents stellaires des étoiles qui sont au-dessus. Donc il y a une espèce de frontière qui se fait grignoter progressivement.
Donc vous avez des images avec deux instruments différents, le NIRCam et MIRI, donc à deux couleurs de l'infrarouge. Donc c'était, pour vous donner quelques chiffres, a été découverte en 1750, mais une nébuleuse diffuse, c'est dans l'hémisphère sud, et elle est à peu près à 7500 années-lumière. Les objets d'avant étaient plutôt à 1000, 2000 années. Donc la lumière a mis 2000 ans, là 7500 ans pour venir jusqu'à. Et la comparaison entre Hubble et le JWST est flagrante également. Vous voyez quand même ce découpage qui était très clair, mais toute la partie sombre, elle était sombre avec le Hubble. On ne peut pas voir ce qu'il y a derrière. Alors qu'avec le JWST, là, vous voyez toutes les structures. C'est surtout sur cette partie gaz et poussière qu'on voit tout. La nébuleuse de la Lyre, vous l'avez très certainement déjà vue dans un télescope. L'image Hubble qu'on connaît, plastique, et les structures sont complètement différentes. Enfin, je pense que vous ne l'aviez jamais vu comme ça. Le JWST, c'est là qu'on voit vraiment la grosse différence. On voit de l'information qui n'était pas là-haut. Donc ça, c'est en fait un résidu d'étoile qui a terminé sa vie, qui est en fait au centre, hein, cette étoile-là. Ici, on a même du mal à la voir, laquelle c'est, et qui a en fait expulsé partie de son atmosphère à la fin de sa vie et qui a formé cette nébuleuse très ronde. Je vais parler maintenant de galaxies, donc juste pour faire quelques rappels rapides. On va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'est dans notre galaxie. Notre galaxie, la Voie lactée. Nous sommes ici, c'est-à-dire qu'elle a cette forme-là, mais elle contient des centaines de milliards d'étoiles. C'est-à-dire que tout ça, ça contient des centaines de milliards d'étoiles dedans. On ne peut pas voir même toutes ces étoiles depuis la Terre, parce qu'on est à l'intérieur, c'est extrêmement compliqué. Ce qu'on arrive à mesurer même très précisément, c'est à peine une petite zone centrée sur le Soleil et qui nous entoure. Par contre, donc notre galaxie, c'est ce système qui a une forme un petit peu spirale, on va nommer des bras spiraux comme ça. Mais il y a d'autres galaxies que la nôtre, et on arrive à les voir en regardant en fait de part et d'autre, puisqu'en réalité on est dans un disque. La taille de notre galaxie, elle fait 100 000 années-lumière. Donc quand je vous parlais là, ce qui est marqué bras d'Orion, c'est à peu près là où était la nébuleuse d'Orion, plus proche. Donc voilà, toutes les petites nébuleuses dont j'ai parlé étaient à peu près dans ces zones-là. Alors que les galaxies dont on va parler, elles sont beaucoup plus grandes. Des galaxies, il y en a de différents types. Nous, on est dans ce qu'on appelle une galaxie spirale. Mais il y a des galaxies qui ont des formes complètement différentes. Comme celle-ci, elle a une forme d'une grosse boule. Et celle-ci qui a une grande barre au centre. Juste pour donner des types différents. Alors que notre galaxie est plutôt comme celle-ci, avec une petite barre. Chose entre les deux. Donc ça, on le sait, l'image d'Épinal qu'on a d'une galaxie, c'est un petit peu ces structures comme ça. Mais on va aller comme ça, regarder, on a accès comme ça à des milliards de galaxies qu'on peut voir ailleurs. Et notamment des grandes structures comme celle-ci, ce qu'on appelle des amas de galaxies. C'est des endroits dans le ciel où vous avez chacune de ces taches ici, qui est une galaxie. Elles sont regroupées entre elles et elles tournent les unes autour des autres. Alors, sur des échelles très très longues. Mais c'est comme ça qu'en fait, dans son ensemble, l'univers est structuré. C'est-à-dire que nous, on n'est pas à l'intérieur d'un amas de galaxies, mais on est à proximité. Et imaginons on est une galaxie comme celle-là, alors qu'il y a d'autres galaxies. Et chacune de ces galaxies fait de l'ordre de 100 000 années-lumière. Et la distance ici, d'un bout à l'autre de cette image, ce serait de l'ordre de plusieurs milliards d'années-lumière. Donc c'est très très. On fait comme ça une cartographie de l'univers. Si vous mettez une tâche sur chacune des galaxies qu'on connaît, alors on en connaît beaucoup plus, hein, c'est une image très ancienne, on voit que l'univers n'est pas structuré toujours de manière uniforme. Vous avez des zones très vides. Alors, la zone centrale, c'est là où il y a la Voie lactée. Donc on oublie. C'est parce qu'on ne les voit pas. Mais sinon, si on oublie cette partie-là, vous voyez qu'il y a des trous. Et puis des zones où vous avez des très grandes concentrations. Et c'est ça qu'on va appeler des amas de galaxies, des grandes structures. Donc tout ça c'est très intéressant parce que ça nous renseigne un petit peu comment l'univers dans son ensemble est structuré. Grâce à ces galaxies qui sont quand même très lumineuses, même si il faut aller les chercher, on peut les chercher en fait très très loin, parce que individuellement elles ont la lumière l'équivalent de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Qui se retrouvent concentrées dans une petite tâche. Donc cette petite tâche, on peut aller la chercher très très loin. Ça c'est un gros avantage.
Donc les grandes questions qu'on se pose pour les galaxies, comment ces galaxies ont évolué par le passé, donc on va comprendre comment on est arrivé à former des disques et des structures spirales, comme notre galaxie qui a une structure spirale. Et puis surtout, les toutes premières galaxies, comment elles sont formées, à quelle époque, est-ce qu'elles étaient brillantes, moins brillantes, et quels étaient leurs effets sur l'environnement. Donc c'est-à-dire que quand vous formez des étoiles dans une galaxie, ça peut avoir un effet sur l'environnement qui entoure les galaxies. Donc là, on part sur des très grandes distances. Donc on est à 350 millions d'années-lumière. Et vous avez un groupe de galaxies, donc des galaxies qui sont proches les unes des autres. Il faut oublier celle-ci, parce que juste il y avait en avant-plan ou arrière-plan. Mais vous avez ces galaxies-là qui font partie d'une même structure, ce qu'on appelle le quintet de Stéphane. C'est des galaxies qui ont été, par le passé, qui se sont rencontrées, qui se sont mélangées. On voit des signes forts d'interaction, puisque là, la structure spirale bien organisée, elle a un peu disparu. Donc ça, on le savait déjà, et le JWST nous a fait cette très très belle image, simplement pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est différents instruments, vous voyez différentes couleurs. Encore une fois, celle-là, on oublie, elle est bleue, mais celle-ci, par exemple, vous avez du gaz en différentes couleurs, et vous voyez par exemple des noyaux des galaxies, et ce noyau-là est extrêmement brillant, beaucoup plus en infrarouge. Et ça, c'est la présence d'un trou noir supermassif qui est alimenté par du gaz. Alors j'ai dit un gros mot là, le mot trou noir. Donc au centre de chaque galaxie, y compris la nôtre, on considère maintenant qu'il y a ce qu'on appelle un trou noir. C'est un objet extrêmement compact et supermassif, c'est-à-dire qu'il est très lourd. Il est tellement compact et tellement concentré en matière que la lumière ne peut pas s'en échapper à cause de la gravitation. Genre les effets gravitationnels empêchent la lumière de s'en échapper. Ça veut dire qu'il apparaît noir, mais en fait pas complètement noir, puisque comme il est très massif, il va s'alimenter en gaz autour de lui, il va avoir tendance à faire circuler et accréter le gaz qui va plonger sur le trou noir. Et ça va faire chauffer le gaz et le faire rayonner. Et ici, en fait, vous avez ce qu'on appelle un cas de trou noir actif, c'est-à-dire qu'il est en train d'être alimenté. Mais la plupart des trous noirs dans les galaxies, on pense qu'ils ont tout un trou noir au centre, simplement il n'est pas forcément alimenté. Donc il n'est pas actif. Notre galaxie y compris. C'est pas parce qu'il y a un trou noir qu'il y a forcément une activité de trou noir. Mais comme vous avez ce trou noir actif ici, eh bien on peut le réétudier en détail et on voit par exemple que ça fait aussi des jets. C'est pas du tout la même échelle des objets de Lerby-Garot, mais le principe est un peu le même. C'est-à-dire que vous avez de la matière qui tombe sur le trou noir en tournoyant, qui est accélérée, chauffée et qui se retrouve éjectée en partant perpendiculaire. Vous avez comme ça des effets de jet extrêmement intenses qu'on peut regarder dans différentes couleurs, et y compris les couleurs de, on voit par exemple des ions de fer. Et pour ioniser du fer, il faut de l'énergie monumentale, assez fort. Donc en fait, ça nous donne des indices un petit peu sur le type d'activité qu'a ce trou. Et moi, ce qui m'intéresse le plus avec les JWST, c'est de regarder le temps. C'est-à-dire que quand vous prenez les différents télescopes, y compris le télescope Hubble, on a été comme ça chercher ce qu'on appelle des champs vides. Champ vide, ça veut dire que vous cherchez une zone du ciel où il n'y a pas d'objet brillant du tout. Et on reste très 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 longtemps, de manière à ne pas être ébloui par des objets proches et aller le plus loin possible, parce que ces galaxies, elles sont tellement brillantes, on peut éventuellement arriver à les voir très 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 loin dans l'univers. Et comme ça, eh bien, à cause du temps de trajet de la lumière, on va remonter le temps. On va remonter le temps puisqu'on va tomber sur des galaxies qui se retrouvent déjà à plusieurs milliards d'années-lumière, c'est-à-dire que la lumière a mis plusieurs milliards d'années pour venir jusqu'à nous. Donc on peut commencer, imaginons donc, ce qu'on pense dans la théorie actuelle, c'est que l'univers a 13,7 milliards d'années. Et bien si on remonte loin, on peut aller à un moment où l'âge de l'univers n'était que de 6 milliards d'années, ou 1,5 milliard d'années, 800 millions, 480 millions. 480 millions, c'est ce qu'on compte à peu près être la limite de ce que pouvait atteindre le télescope spatial. Le principe du JWST, c'est d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir, à la fois par sa sensibilité et le fait qu'il aille dans l'infrarouge,
pour repousser les limites et aller à 200 millions d'années si on considère que le Big Bang serait à peu près ici. Donc comment ça marche? Comment on peut faire ça? Donc là, c'est juste un petit rappel, un tout petit peu de maths. En fait, qu'est-ce qui se passe? Depuis 1929, ça va bientôt faire 100 ans, on sait que dès que vous avez une galaxie qui est très loin, son spectre, c'est-à-dire que toute la lumière qui est du bleu vers le rouge, va se retrouver décalée, apparemment, en moyenne, d'accord? Elle va être décalée vers le rouge, et c'est-à-dire que la couleur, la valeur de la couleur qu'on mesure va être multipliée par un facteur, qu'on appelle 1 plus Z, et c'est ce Z qu'on va utiliser. Donc, ça, on le sait depuis maintenant très très longtemps, et on l'utilise pour pouvoir, comme indicateur de distance. Quand vous regardez une galaxie, il n'y a rien qui vous dit quelle est sa distance. Par contre, on a construit progressivement, en fait, ce modèle, qui fonctionne très très bien, qui nous dit qu'en fait, on est dans un univers en expansion, et qu'à cause de l'expansion de l'univers, chaque fois que vous regardez un objet, en fait, la lumière, elle s'est retrouvée à subir la même expansion, et à se retrouver décalée vers le rouge. Donc la valeur du chiffre Z, et je vais utiliser parfois le chiffre Z, plus vous allez loin dans le Z, plus vous remontez le temps, c'est-à-dire que Z égale 0, c'est ce qui se passe maintenant, il n'y a pas de décalage. D'accord? Si vous mettez Z égale 0, vous avez lambda égale lambda, c'est-à-dire que la couleur reste la même. Si vous mettez Z égale 1, ça veut dire que toutes les couleurs sont multipliées par 2, etc. etc. C'est comme ça qu'on travaille. Hubble, la limite qu'il atteignait, c'est 10, c'est-à-dire 13,25 milliards d'années d'histoire de l'univers qu'on peut remonter. Et pour pouvoir remonter au tout début de l'histoire de l'univers, il faudrait aller à Z infini. Ce qui est impossible. On cherche à s'en rapprocher, mais vous voyez, plus on monte, en fait, évidemment, ça explose un peu, et ça devient très très compliqué. Et donc, la limite du visible, elle est à 6. C'est-à-dire que si vous avez un instrument qui ne regarde pas l'infrarouge, vous serez limité à cette partie-là, vous ne regardez pas ce qu'il y a. Hubble, vous pouvez voir un tout petit peu d'infrarouge, mais l'infrarouge proche. C'est pour ça qu'il pouvait atteindre ça. Le moyen infrarouge du JWST nous permet d'aller là, voire ici. Donc l'objectif, c'est ça, c'est d'arriver à peu près à 200 millions d'années après le Big Bang, le début de l'histoire de l'univers, le début de cette fameuse expansion. Voilà, on retourne à des belles images. Oui. À 200 millions d'années, est-ce que c'est pas trop dense? Alors non, à 200 millions d'années, non. En fait, on pense que 200 millions d'années, c'est à peu près l'époque de formation des toutes premières galaxies, des étoiles dans ces galaxies. Donc c'est très très rapide par rapport à l'histoire de l'univers. La question de densité, etc., ça s'arrête en fait à 380 000 ans après le Big Bang. Vous avez ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est au moment où la lumière peut enfin s'échapper. Mais le gaz est dense, il rentre quand même en expansion. Mais voilà, au bout d'un moment, ce gaz va se reconcentrer, former des galaxies. Et c'est relativement rapide, c'est-à-dire qu'en quelques centaines de millions d'années, on y arrive. Donc on pense en allant explorer ce qui se passe à 200 millions d'années, c'est ça qui nous intéresse, de remonter le temps. Donc les champs profonds qui ont été faits, il y avait cette première image dont on a parlé tout à l'heure, et des champs plus vides. Donc c'est une image d'un amas de galaxies. Donc je vous ai parlé des amas de galaxies, donc vous savez tout ça, c'est des galaxies qui font partie de l'amas de galaxies. Et vous avez des galaxies distantes, dont la lumière est un petit peu distordue. Je vais revenir un petit peu après. Et vous avez des zones comme ça, vides aussi, où là on va aller chercher des galaxies distantes pour cette tête-là, d'accord? C'est vraiment zoomé. C'est-à-dire que je cherchais une aiguille dans une botte de foin. Mais votre aiguille, elle est rouge, elle fait 3 ou 4 pixels de côté. D'accord? C'est ce que vous cherchez. C'est typiquement. Comment on fait? Eh bien, en fait, vous parlez beaucoup des fois, il y a toujours cette discussion avec les couleurs des images. Pour nous, les couleurs, c'est vraiment un choix. Nous, on regarde que des images en noir et blanc, essentiellement. On regarde un petit peu des fois des images couleurs si on veut, on choisit les couleurs qu'on veut émettre. Mais typiquement, nous, les images qu'on regarde, c'est ça. Donc en fait, quand vous regardez un champ avec plein de galaxies, là, vous allez regarder toutes les galaxies dans les différents filtres. Et le chiffre qui est au-dessus, c'est le numéro du filtre. Il n'y a pas que du JWST. La première image, c'est Hubble. Et toutes les autres, c'est du JWST. Dans différentes couleurs, d'accord, de l'infrarouge. Et ce qui nous intéresse, c'est de trouver des objets qui n'ont quasiment pas de lumière pendant
quasiment toute la partie bleue, la plus bleue, si je les classe du bleu vers le rouge, tous ces filtres, et d'un seul coup, je vois quelque chose apparaître, et que dans la partie rouge. Si je représente schématiquement sur le courbe, ce qu'on fait après, vous voyez que j'ai pas de détection, donc j'ai au maximum une certaine quantité de lumière que me dit Hubble. Puis Hubble disait ça aussi, le JWST me donne ces points-là. Et je cherche comme ça la signature d'un objet qui n'aurait pas du tout de signal de lumière jusqu'à une certaine couleur, et d'un seul coup, ce qu'on appelle une cassure, qui est une cassure due à l'hydrogène. Il y a de l'hydrogène partout dans l'univers, donc on s'attend à ces signatures-là. Et d'un seul coup, ça ne redescend pas d'un coup, ça ne remonte pas d'un coup, ça fait un petit peu un plateau qui décroît déjà. Donc la courbe bleue, c'est un modèle, et nos points de mesure, c'est les points rouges et verts. Et on fait passer des modèles là-dessus. Et c'est ça qui nous dit, eh bien, je fais déplacer mon modèle et je l'étire vers le rouge, et jusqu'à voir ce qui colle le mieux. Et c'est ça qui me dit, bon, bah, la meilleure valeur que j'ai pour aller, je ne sais pas si vous me dites ici, d'ailleurs je l'avais peut-être retiré exprès. Donc là, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on est autour de z égale 12. Donc c'est une valeur qui est déjà bien élevée. Et on est pour ceux qui travaillent, qui connaissent les magnitudes, on parle de magnitude 27, 28, 29. C'est très faible. Et donc cette cassure, il faut retenir juste sur ce schéma, c'est cette cassure qu'on cherche. Et c'est ça qui nous dit on est devant une galaxie distante. Si on n'était pas devant une galaxie distante, il n'y a jamais une telle cassure dans la forme du spectre de la galaxie. Et cette cassure, en réalité, du coup, si vous prenez un instrument comme NIRSPEC, qui va disperser la lumière, de petits spectres, bah, on n'est qu'en train de regarder un bel arc-en-ciel, et là, il y a encore le choix des couleurs, bon, bah, voilà, c'est du vert fluo, c'est comme ça. Mais ce qu'on va chercher, c'est cette fameuse cassure, c'est que vous avez rien, et d'un seul coup, beaucoup de signal. Voilà, donc on n'est pas forcément du signal très très bien détecté, etc. Mais c'est ça, nos galaxies distantes, c'est ce qu'on arrive à... Et c'est les meilleures confirmations qu'on a de galaxies distantes. Et vous pouvez aller au-delà de Hubble, en fait, au-delà de z égale 10, 10,5, 11,5, 12,6, 13,2. L'objectif, c'est d'arriver à 16 ou 20. Alors, ce serait vraiment l'idéal. Mais on ne peut pas faire des spectres tout le temps. Donc quand on fait des images, on peut récupérer la même chose beaucoup plus facilement. Donc, voilà. Et on peut en faire sur plein d'objets en même temps. Et parfois, la cassure est très nette, comme sur cette courbe noire. Là, elle était parfaite. Et c'est parce qu'on a un trou noir supermassif actif qui nous a fait aussi les typiques ici de ce qu'on appelle d'azote. Donc c'est une signature typique d'un trou noir supermassif 470 millions d'années après le Big Bang. Et ça, c'était aussi quelque chose d'assez spectaculaire, c'est qu'on voit ce type d'objet. Même si JWST zoome beaucoup, on s'est dit, est-ce que la probabilité de tomber par hasard sur un de ces objets est assez forte? Et on en voit beaucoup. En fait, des trous noirs supermassifs actifs dès le début de l'histoire du Big Bang. Donc ça, c'était aussi très très intéressant. Donc c'est le trou noir supermassif le plus distant connu. Et on l'a détecté en rayon X. Voilà, on a été suivre en rayon X, parce qu'on connaît déjà beaucoup le rayon X, mais les rayons X nous montrent des rayonnements très énergétiques. Donc, si je faisais un petit bilan de tout ça, on a pu comme ça repousser très loin les distances qu'on a pu mesurer sur les galaxies. Et surtout, on trouvait des galaxies aussi très brillantes, très massives, et très tôt dans l'histoire de l'univers. Et ça, on a commencé à avoir un peu de débat. Est-ce que c'était un peu un défi sur les modèles de formation des galaxies? Est-ce que c'était facile pour les modèles de dire on arrive à fabriquer des galaxies Bon, je dirais que pour l'instant, le débat vient simplement que les données sont jeunes. Les mesures restent encore limitées par rapport à ça, surtout sur ce qu'on appelle les mesures d'âge et les distances. Il y a certaines distances qu'on a remis en doute après, mais la plupart sont bonnes. Les âges, c'est même beaucoup plus compliqué. On cherche à mesurer l'âge des étoiles qu'on regarde dans la galaxie, l'âge moyen. Mais il faut imaginer, c'est beaucoup plus incertain quand vous avez à peine quelques pixels à votre disposition. Donc voilà. Les théoriciens ont commencé à dire « Ah, mais il y a des soucis, il faut remettre en compte certains modèles. » Et puis bon, voilà, la plupart des observateurs se disent « Non, mais attends, on n'est pas encore à ce niveau-là. » Je vais revenir un tout petit peu en dernier sur cette fameuse première image qui a été montrée à la Maison Blanche. En fait, l'amas de galaxies qui a été étudié, il est utilisé pour son effet de lentille gravitationnelle. Chaque fois que vous avez une masse dans l'univers, vous mettez une masse dans l'espace,
La théorie de la relativité nous dit que cette masse va déformer l'espace autour d'elle. Donc si vous avez un rayon lumineux qui lui passe à proximité, sur cette vision schématique, vous avez l'espace en bleu qui se retrouve déformé, courbé, eh bien le rayon lumineux va devoir suivre l'espace et donc se courber lui aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes sur Terre et que vous recevez un rayon dans cette direction, vous dites, bon, bah, il y a une étoile par là, alors qu'en réalité, elle est ici. Donc vous avez comme ça un décalage des rayons lumineux. Et si on représente par exemple une galaxie distante qui nous envoie des rayons dans toutes les directions, bah, tout se passe bien, tout va bien, tout est vide, plat, uniforme. Et si vous lui mettez un amas de galaxies entre les deux, eh bien les rayons lumineux vont se courber. Ça veut dire que dans certains cas, vous allez vous trouver par avoir deux images de la même galaxie, c'est-à-dire des rayons qui viennent de la droite et de la gauche. Donc vous allez voir une image par là, une image par là, alors qu'en réalité, la galaxie, elle serait ici. Et la lumière a pris deux chemins différents, et pas du tout le chemin de départ. Alors vous allez me dire, comment sur cette image, une vraie image maintenant, vous pouvez dire que ces deux points sont la même galaxie, on peut le vérifier, notamment par le spectre. Et les modèles fonctionnent très bien pour dire que c'est la même galaxie, c'est une galaxie très très distante. Eh bien, grâce à ça, on peut reprendre notre image, et c'est ce qu'on est en train de voir en fait sur cette image. Tous ces arcs ici, c'est des galaxies distantes dont la lumière a été déformée. On parle aussi de télescope gravitationnel. Alors, si on fait un petit bilan, ici, une étoile, d'accord, normale, avec la forme qu'on attend pour le JW. Ici, en blanc, ce que j'ai pointé, c'est des galaxies de lama. Donc c'est ce qui va déformer l'espace et faire la déformation des galaxies qui sont beaucoup plus distantes. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui est pointé avec ces flèches vertes. Donc les galaxies dont la lumière a été vraiment étirée, déformée. Et ça nous permet comme ça de faire un effet de télescope. On n'avait pas assez du JWST, il nous fallait, dès la première image, il nous fallait un autre télescope, un télescope naturel, un amas de galaxies massif, qui va nous permettre d'aller encore plus loin et de repousser, d'aller plus profond. Il y avait notamment cette galaxie-là. Pour la petite histoire, les premières données, on les a reçues le 12 juillet. On n'avait même pas les données, ce qu'on appelle le format FITS numérique avec toutes les données, on avait juste un JPEG. On a travaillé avec un JPEG. Après, on a eu les données FITS juste avant, mais on a eu 2 jours comme ça, on s'est dit on voulait soumettre un article, écrire un article sur les mesures, parce qu'on avait déjà des mesures sur Terre de certaines de ces galaxies, et donc le JWST apportait des informations beaucoup plus intéressantes. Donc on a écrit l'article en 2-3 jours avec un de mes anciens doctorants qui avait fait sa thèse à Lyon. Et comme c'était le 14 juillet qu'on a fini l'article, on a passé le 14 juillet à faire ça, on voulait lui donner un petit côté français, donc on l'a appelé la galaxie du Béret. Voilà, pour la petite histoire. Mais donc dans cette image, vous avez des galaxies qui sont à différents Z, d'accord, ce fameux facteur que j'ai utilisé pour parler de distance dans l'univers. Et notamment, on a été jusqu'à Z égale 16 pour les mesures. Et ce n'est pas vraiment une observation très très profonde. C'était la toute première observation de champ profond, mais on était beaucoup plus loin encore avec le JWST. Donc on a fait ça avec, c'est une collaboration beaucoup avec Akimatech, qui est à l'Institut d'astrophysique de Paris. NERSPEC, parce que je vous ai parlé de ce spectrographe, mesure des spectres, et bien, il nous a permis aussi de confirmer, grâce à ces signatures, vous avez des signatures de l'hydrogène en rouge, de l'oxygène en bleu, et ça, c'était aussi quelque chose de spectaculaire. Les toutes premières données nous ont montré ces spectres, donc ces signatures, c'est un code barre, d'accord, et on reconnaît à l'œil, enfin, quand on connaît normalement ça, je rêvais de le voir sur des galaxies aussi distantes. C'est-à-dire qu'on peut le voir sur la nébuleuse d'Orion très facilement, par exemple, ou des objets beaucoup plus proches. Mais pour aller le voir dans des galaxies aussi distantes, il faut aller dans l'infrarouge que Hubble ne peut pas voir. Donc ça, c'est ce que JWST, c'est la fenêtre qui vient par JWST. Ça, c'était vraiment spectaculaire. Et juste pour illustrer aussi le travail qui a été publié par une de mes anciennes doctorantes, Adélaïde Clessens, qui a travaillé sur toutes ces petites galaxies. Et elle, ce qui l'intéressait, c'est l'effet zoom, et de voir qu'en fait, chacune de ces galaxies, elle avait plein de petits points. Elles sont toutes boutonneuses, les galaxies, notamment celle-ci. Hein. Et en fait, ces grumeaux, on va appeler des grumeaux de formation d'étoiles, le clump en anglais, vous voyez celui-ci notamment, ce qu'on pense, c'est que ce sont des amas globulaires, des amas d'étoiles qui sont en formation dans ces galaxies.
C'est vrai que c'était un résultat qui était assez impressionnant, c'est la résolution du JWST qui est la sensibilité. Le fait d'aller dans l'infrarouge, on avait en plus accès à des mesures d'âge sur ces objets-là. Et du coup, c'est rempli. En fait, toutes ces galaxies sont vraiment boutonneuses et Hubble, on ne voit rien, à la même couleur. Si on met à la même couleur. Et donc, elle continue, là, elle est en train de travailler sur ces fameux boutons de grumeaux dans les galaxies. Donc, on a beaucoup de travail sur ces galaxies. Ces galaxies distantes ne ressemblent pas du tout à l'image des finales d'une galaxie, c'est plus ces structures spirales. C'est ça justement qui nous intéresse, c'est de comprendre, est-ce que vous avez des objets qui commencent à ressembler, quand vous êtes plus tôt dans l'histoire de... si on remonte moins loin, on est plutôt des galaxies un peu plus classiques et encore. Et plus vous allez loin, plus vos galaxies deviennent complètement déformées, et c'est même difficile de distinguer beaucoup de détails. Voilà, j'ai presque fini. Juste pour parler un tout petit peu de la suite, on va continuer d'étudier la formation des étoiles, des planètes, avec le JWST bien sûr, et l'évolution des galaxies, le début de l'histoire de l'univers. Tout ça, c'est des thématiques scientifiques, des thèmes scientifiques qui sont vraiment majeurs au CRAL à Lyon. Il y a plus de 12 chercheurs directement ou indirectement impliqués pour y compris. L'an prochain, on attend au mois d'avril ou mai des observations du programme qui s'appelle GRIPS. Donc c'est un programme qui est dirigé par mon collaborateur à Climatech, dont je vous ai justement parlé tout de suite avant, et 148 heures sur un amas de galaxies. Ça va être les observations les plus profondes faites par le JWST, tout inclus. Ils ont décidé d'accepter notre programme qui était d'aller observer un amas de galaxies. Ce qu'on appelle un champ frontière, c'était un des champs les plus profonds observés avec Hubble. Donc Hubble a été à une magnitude de 29, et là on va aller avec le JWST jusqu'à 33. Ça veut dire en intrinsèque, c'est-à-dire grâce à l'effet de télescope, en fait, on amplifie encore plus. Donc en réalité, on est en train de regarder des objets de magnitude 35. Pas observer, disons, au moins. Donc ça, c'est super chouette, puisqu'on va pouvoir aller comme ça, aller recenser toutes nos galaxies dans toute l'histoire de l'univers. Alors pas pour rentrer trop dans le détail, mais en gros, on va construire ce qu'on appelle la fonction de luminosité, qui vous dit, je prends au hasard un cube avec des galaxies, est-ce que j'ai plutôt des galaxies brillantes ou des galaxies faibles? En majorité, vous avez plutôt des galaxies faibles. Mais beaucoup ou pas beaucoup? Et c'est ça cette question-là, c'est ce qui nous manque, c'est qu'au bout d'un moment, on s'attend à ce que ça chute. C'est qu'au bout d'un moment, les galaxies vont se former, vont avoir une espèce de taille minimale, ou luminosité minimale, et c'est ça qu'on cherche à mesurer. Et surtout du début de l'histoire de l'univers. Et donc on s'attend à pouvoir atteindre cette zone-là, qui devrait nous dire exactement comment les galaxies sont en train de se former aux faibles luminosités. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Ce qui nous intéresse après, c'est l'intégrale de tout ça, c'est-à-dire la partie rouge. Et si on se loupe sur le facteur alpha, qui nous dit est-ce qu'on est plus ou moins haut, eh ben on va complètement surestimer ou sous-estimer la partie rouge. Et mon programme propre à venir, moi j'étudie donc ces arcs gravitationnels, des galaxies très déformées, dans lesquelles on va étudier des régions de formation d'étoiles. Donc j'ai des premières données là au mois de juin, donc je suis en train de travailler dessus. J'ai pris une première stagiaire cette année. Et on va continuer avec d'autres galaxies. Ici, alors c'est Z égale 5, donc c'est une galaxie plutôt classique, mais qui, là, tous ces grumeaux, on va pouvoir regarder très très loin dans l'univers, avec l'amplification gravitationnelle. Et donc on va les regarder avec NIRSpec et ce mode qu'on appelle intégrale de champ, où on va aller voir tous les spectres dans tous les points de notre galaxie. On va pouvoir mesurer l'âge de ces grumeaux très précisément et peut-être la présence de métaux très, très tôt dans l'histoire de l'univers. Oui. Comment vous êtes sûr qu'il y a une amplification gravitationnelle? Alors on ne sait pas, on ne va pas tirer au hasard. C'est-à-dire qu'il y a des zones dans le ciel qu'on monitore depuis des années maintenant. L'effet de l'antigravitationnel, on le connaît depuis 1988, et je dirais qu'il y a à peu près 200 ou 300 amas de galaxies qu'on connaît bien, qu'on catalogue, etc. Et qu'on améliore tout le temps nos modèles. Et une fois que vous avez l'amplification, vous savez qu'elle est valable sur tout ce que vous allez regarder. Donc vous pouvez tirer au hasard à un endroit où vous savez qu'il y a une amplification, et là, tout ce que vous allez regarder est amplifié. Et c'est ça le principe. C'est une fois qu'on a calibré notre télescope, et bien on peut l'utiliser, notre télescope naturel. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Vous avez déjà posé plein de questions.
prévu une maintenance? Alors, à cette distance-là, non, c'est pas possible d'aller la rattraper. Oui, mais, d'accord, il y a un oui, mais, on ne sait pas ce qui est potentiellement faisable dans quelques années, donc en fait, ils ont laissé quelque chose, une espèce de crochet. Et donc, en théorie, si on arrivait à pouvoir s'agripper au GWST, ce serait possible. Mais on ne sait pas quel vaisseau ni rien du tout. Pour l'instant, il y a juste le crochet qui est là à disposition. Vous savez, le truc de l'armement. Alors non, c'est une très bonne question. Comme je vous disais, en fait, le GWST orbite à 500 000 km autour, donc il y a de la place, d'accord. Il y a plein d'autres satellites, y compris un qui a été envoyé récemment, Euclid, et donc vous entendrez parler dans une prochaine conférence, si vous revenez dans le cycle de conférence, je crois que Yannick Copin vous parlera d'Euclid à un moment donné cette année. Donc, par exemple, il y a plein d'autres satellites qui ont déjà été envoyés là-bas, c'est pas la première fois qu'on le fait, et il y en aura d'autres. Par contre, on considère, oui, peut-être que c'est un risque s'il y a trop de satellites au même endroit. Donc en fait, à la fin de la vie, en fait, on essaie de l'éjecter, de l'envoyer ailleurs qu'autour de L2, de l'envoyer, de l'écarter de l'influence de ce point L2. Oui. On va profiter des autres points de Lagrange, est-ce que c'est intéressant d'utiliser? Alors, on a moins cet effet-là qui était quand même l'effet jour-nuit, qui est très pratique. C'est-à-dire qu'on a constamment aligné l'intersoleil. Les autres points de Lagrange, vous êtes un petit peu sur le côté, vous baladez un petit peu sur le côté, et des points plus stables. Donc il y a peut-être d'autres questions. Oui, pardon. C'est une bonne question, parce que le point L1, par exemple, là c'est l'inverse. Là, vous êtes du côté soleil. Et alors là, c'est très intéressant pour toutes les missions solaires qui veulent étudier le soleil. Ben, vous êtes en permanence le soleil d'un côté, la Terre de l'autre. Donc vous communiquez avec la Terre et vous observez le soleil. Oui. Que la poussière qui se déposerait sur une quantité plus importante. Alors la poussière, je ne sais plus précisément. Ce qui est très clair et qu'il y a eu, c'est les micrométéorites. Donc les micrométéorites, c'est quelque chose qui était attendu, d'accord. Il y avait des modèles qui nous disaient combien de micrométéorites on s'attendait sur la ville du GWST. Alors, manque de bol, quelques mois après le début de la mission, il y a eu une grosse micrométéorite qui est tombée, et qui a fait un impact très significatif. Ils ont noté tout de suite même l'effet sur le miroir, etc. Bon, c'était pas grave en soi, mais là, tout d'un coup, ils ont dit, oh là là, si on s'est planté, et on en a beaucoup plus que prévu, c'est un gros problème sur la durée de vie de la mission. Et donc, ils ont fait les calculs, ils ont dit, non, normalement, c'est bon. Et depuis, on n'a pas eu d'aussi grosse. Donc, c'est simplement pas de vol. C'était le manque de vol. Néanmoins, au cycle 1, on ne met pas ça, mais au cycle 2, on nous demande de choisir, quand on veut observer un objet, typiquement, dans la manière dont c'est configuré, vous pouvez le voir à deux fenêtres d'observation. Vous pouvez pointer le JWST soit un peu avant, soit un peu après, puisque dans la manière dont il tourne par rapport au Soleil, un objet particulier, vous pouvez le prendre un petit peu à deux endroits. Eh bien, il y en a un qui est plus proche des fois que vous avez un flot de météorites qui vient vers vous, et l'autre qui vous êtes plus loin. Eh bien, ils nous disent que normalement, vous devez choisir par défaut celui où vous pointez ailleurs que les météorites pour limiter en permanence, être toujours un petit peu à l'écart des micrométéorites. On a quand même le droit de choisir le moment avec les micrométéorites, mais il faut avoir une bonne raison de le faire. Donc, généralement, moi, je ne le fais pas, je vais pointer. Oui? Est-ce que si on observait dans l'infrarouge lointain, est-ce que ça apporterait disons, de nouvelles informations et ça permettait d'aller plus loin encore dans le temps? Encore plus loin que le JWST? Autour des 100 micromètres de... Voilà, ça on l'a fait un petit peu avant avec ce qu'on appelait Herschel, donc on sait qu'il y a beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup plus de signatures de poussière qu'on va commencer à aller voir. C'est-à-dire qu'il faut se dire que le JWST, il était choisi, la limite, disons, est faite pour aller aux galaxies les plus lointaines. Au-delà de 20, c'est pas juste la couleur qui nous embête, c'est évidemment la faiblesse des objets qu'on va aller chercher. Donc il faudrait en fait avoir un miroir encore plus gros si on veut vraiment bénéficier pour ce qui concerne les galaxies distantes. Alors bien sûr, pour ce qui est par exemple la nébuleuse d'Orion, tout ce qui est dans les poussières, etc., aller voir encore plus loin, c'est toujours très intéressant. Au bout d'un moment, vous allez tellement loin que finalement on retombe sur les ondes radio, et ça on sait faire sur Terre assez facilement, et on le fait très bien avec ALMA par exemple. Depuis le diapo précédent, là, vous parlez de recoupement entre l'une et oui, je l'ai écrit et j'en ai pas parlé parce que j'ai été un peu plus vite pour parce que je sentais que j'avais beaucoup parlé. Oui, il y a des regroupements. En fait, juste pour expliquer ici,
Ce que vous avez en jaune, c'est ce qu'observe MUSE. En fait, MUSE observe des halos d'hydrogène. Donc, c'est pas dans les galaxies. MUSE ne peut pas voir les galaxies plus distantes. Il s'arrête en fait à Z égale 6,5. 6,7 pour être précis. Au-delà, on ne peut pas le voir avec MUSE. Mais la signature principale des galaxies distantes, donc à Z égale 4 ici, c'est l'hydrogène, et ce qu'on appelle la raie ultraviolet d'hydrogène. Malheureusement, cette raie, elle a tendance à, quand vous éclairez de l'hydrogène dans de l'hydrogène, en fait, elle a tendance à rayonner, ça fait une espèce de brouillard. Donc ce qu'on voit ici, c'est un petit peu le brouillard. Ce que va nous donner l'IRSPEC, c'est qu'on va zoomer sur cette petite partie-là et aller voir dans le brouillard le vrai hydrogène qui, lui, n'est pas diffusé dans le brouillard grâce à une autre raie qui est la raie classique, qu'on appelle H-alpha, de l'hydrogène. Donc en fait, c'est simplement des observations H-alpha et oxygène. Donc on va aller voir aussi l'oxygène dans ces galaxies à ces distances-là, ce qu'on n'a jamais fait de manière résolue. Et notamment la cinématique aussi, on peut voir la rotation de ces galaxies et des choses comme ça. Et c'est seulement avec l'effet de l'antigravitationnel plus l'IRSPEC qu'on peut faire. Et dans le ciel, je dirais le nombre d'objets sur lesquels on peut faire ça, on les compte sur les doigts de la main. Puisqu'il n'y a pas d'arc géant très brillant, il faut un alignement parfait de l'antigravitationnel. Pour les exoplanètes, il faut avoir un coronagraphe qui est. Comment ça? L'IRSPEC ne s'en occupe pas, ça c'est d'un autre instrument. En fait, il n'y a pas. Je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais s'il y a eu un coronographe, en tout cas, il n'est pas fait. Le JWST n'est pas fait pour faire de la coronographie. Donc, je crois qu'ils ont rajouté une partie coronographie. Donc je suis Parce que pour prendre les résultats, on a trouvé des molécules de la chimie, presque de la chimie organique, sur l'atmosphère des exoplanètes. Et là, ce que je vous ai montré, par exemple, vous pouvez le faire avec le transit. Vous n'avez pas besoin d'un coronographe. D'accord. Vous éclairez la planète par l'arrière grâce à son étoile et vous regardez la lumière qui passe à travers par transmission. C'est pas le plus efficace. Ce qui est intéressant du JWST, c'est la surface du miroir qui vous permet de détecter ces choses-là. Parce que le James Webb, il a un coronographe. Alors je crois, mais je ne sais plus. Alors là, vous me demandez trop de détails, je ne sais plus sur quel appareil. Et en tout cas, il n'était pas prévu au départ, en tout cas, parce que les exoplanètes n'étaient même pas connues, enfin, détectées, et c'est venu après. Donc de toute manière, en tout cas, si vous me dites JWST est un instrument fait pour les exoplanètes, je vous dirais non, d'accord? C'est simplement qu'on profite des capacités du JWST, on s'adapte pour faire les exoplanètes. Et si maintenant c'est une tendance et tout le monde peut faire des exoplanètes. La vraie mission qui fera des exoplanètes, ce sera là, dans 20 ans peut-être, mais ça s'appelle l'UVOIR. Et là, c'est le futur JWST, un super JWST qui ferait UV optique infrarouge et qui a un coronographe extrêmement bien précis pour faire la mesure de ce qu'on appelle du haut contraste. Donc on cache l'étoile avec un masque et on va aller regarder les planètes autour. On voit dans une l'étoile qui est cachée derrière, elle diffuse sa lumière dans cette direction. D'accord. Donc, quand on l'observe, ça tend à avoir une force. Comment c'est possible qu'on puisse faire que de points sur des étoiles? Alors, la couronne, c'est vrai quand vous avez une symétrie parfaite et que votre objet est un petit peu décalé. Alors, ouais, j'ai une lentille ici. Alors, le 2 points, c'est pas facile à expliquer. Il faudrait avoir avec le laser, il faudrait avoir un laser très précis pour le montrer. Et les arcs, vous pouvez le voir assez facilement. Quand vous regardez une tâche et vous les décalez, l'arc, il sera que d'un côté et pas de l'autre. Vous aurez un grand arc d'un côté et un petit arc de l'autre. Non, souvent on finit par voilà, prenez un point ou une petite tâche, disons. Mais alors, je pourrais vous montrer après, mais vous pouvez prendre une lentille et vous l'incliner. Parce que la plupart des objets, en fait, sont par rond. Vous sont elliptiques. Et si vous l'inclinez, en fait, vous avez plutôt la forme elliptique. Et à ce moment-là, vous ne pouvez jamais voir le cercle. Ce que vous verrez, c'est ce qu'on appelle une croix d'Einstein. Et vous avez 4 petits points. Donc après, c'est suivant la forme de l'objet exactement, on peut avoir 2 images, 4 images, ou un anneau parfait. L'anneau parfait est assez rare. Celui-là, c'était quasiment un anneau parfait. En plus, c'est dommage parce que je l'ai caché, mais en fait, le Lyman alpha, il va jusque là, l'hydrogène va jusque là. Donc on a quasiment un anneau parfait vu avec le muscle. Bon, si vous voulez, je m'arrête là et vous pouvez continuer de discuter avec moi. Merci.